Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue pour cette session de webinaire sur la lettre de crédit stand-by. Je suis Cindy Le Guyern, donc conseillère internationale chez Bretagne Commerce International, et je suis aujourd'hui accompagnée de Sylvain Le Thor, responsable commerce international Grand Ouest à la Société Générale. Je le remercie d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Avec Sylvain, nous avons choisi cette thématique pour différentes raisons. Tout d'abord, vous sensibiliser sur la lettre de crédit stand-by, vous aider à sécuriser un chiffre d'affaires récurrent à l'international. Nous nous sommes également rendus compte durant la période de confinement qu'il y avait en fait plus de complexité sur la gestion des opérations à l'international, comme la difficulté de récupérer des BL originaux dans le cadre de crédits documentaires. Et on s'est dit que la lettre de crédit stand-by aurait pu être une alternative intéressante car elle permet l'échange de documents électroniques. Sylvain apportera une nuance sur le fait qu'elle ne peut pas répondre à tout, notamment en Afrique où vous pouvez être confronté au contrôle de change. J'ai soumis vos questions lors de votre inscription à ce webinaire à Sylvain, qui a donc construit sa présentation en y intégrant ses réponses. À noter quelques informations sur le fonctionnement du webinaire. Donc, nous sommes sur 1 heure de présentation avec 30 minutes de questions-réponses à la fin. Votre caméra et votre micro sont désactivés. Seul moi et Sylvain sommes visibles et audibles. Le webinaire est enregistré. Ceci nous permettant ultérieurement de mettre à disposition les éléments essentiels sur notre plateforme numérique BCI Info. Vous pouvez participer et poser vos questions en live durant le webinaire. Merci pour cela d'utiliser le module que vous trouverez en bas de votre écran qui s'appelle Q&R, questions et réponses, et non le module conversé. Je vois que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur le module conversé. S'il vous plaît, pendant cette session, je vous demanderai d'utiliser juste le module Q&R. Je noterai vos questions et je les poserai donc sur la dernière demi-heure à Sylvain. Nous vous enverrons la présentation par mail à l'issue de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvain et je vous souhaite une bonne réunion sur la lettre de crédit stand-by. À toi, Sylvain. Merci Cindy. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, moi je suis très heureux d'intervenir ce matin parmi vous pour ce module sur la lettre de crédit stand-by. Voilà, on a essayé de faire une présentation la plus simple et la plus complète possible. J'espère qu'elle va répondre à vos attentes. Comme l'a dit Cindy, n'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique adéquate. On y répondra plutôt en fin de présentation pour pas perturber le déroulé. Donc voilà, il faut juste penser à les noter. Et puis, écoutez, on va démarrer. On a prévu un petit support PowerPoint que je vais vous partager, qui va nous servir de trame pour descendre en fait cette présentation. Alors, je partage mon écran. Voilà. Partager. Voilà. Et je vous projette en grand. Voilà, donc on est sur le support qui va nous servir en fait à bien comprendre le fonctionnement de la lettre de crédit stand-by. Donc, vous avez ici un petit fil conducteur, vous avez un petit sommaire qui va vous donner dans les grandes lignes les parties que nous allons aborder, un petit peu notre lien chronologique pour expliquer et expliciter un petit peu cette lettre de crédit stand-by. Alors, donc moi, Sylvain Le Thor, je me présente, comme l'a dit Cindy, je suis responsable commerce international sur la région Grand Ouest pour le groupe Société Générale. Donc, en 3 mots, j'accompagne les entreprises et je les conseille sur les problématiques internationales qui relèvent des moyens de paiement ou du développement international. Voilà. J'interviens donc pour Société Générale. Vous avez quelques éléments que je ne vais pas reprendre dans le détail, ça n'aurait pas un grand intérêt, mais voilà, une petite presse institutionnelle. Et on attaque le vif du sujet. Donc, notre lettre de crédit stand-by, premier point qui me semble important, c'est évidemment bien de regarder en quelques mots la définition. Si on doit retenir une définition, quelle est-elle plutôt je vais juste bouger la petite vignette. Voilà. Alors, cette définition, si on doit la résumer, c'est quoi? C'est un engagement. Une lettre de crédit stand-by, c'est un engagement par lequel l'émetteur, qui est bien souvent la banque, d'accord, donc la banque de l'acheteur, elle va, à la demande de son client, donc le donneur d'ordre, qui n'est autre que l'importateur, elle va s'engager à payer un bénéficiaire, qui est l'exportateur, en cas de défaillance du donneur d'ordre. Et ce, contre présentation de documents préalablement définis. Ça veut dire, en quelques mots, que la banque de l'importateur se porte caution de son client
pour le règlement d'un certain nombre de factures impayées à partir du moment où elles rentrent dans le cadre de l'engagement qui a été défini par la banque de l'acheteur quand elle a émis la lettre de crédit stand-by. Si on doit donner des caractéristiques, ça reste une garantie qui est payable à première demande, d'accord, mais elle est de type documentaire, c'est-à-dire que pour pouvoir être mise en jeu, on va le voir après, il faut présenter certains documents. Il faut avoir à l'esprit que cette garantie est autonome et elle est indépendante du contrat commercial sous-jacent. Autonome et indépendante, ça veut dire que même s'il y a un certain nombre de clauses dans le contrat commercial, ce qui n'est pas repris dans la lettre de crédit stand-by, eh bien, pour les banquiers, c'est réputé inconnu. Même si on fait référence au contrat commercial quand on émet une lettre de crédit stand-by, il faut avoir à l'idée que tout ce qui est clause spécifique dans le contrat doit être pris dans la stand-by si on veut pouvoir en tenir compte. Le cadre juridique, ça c'est un élément important. Deux possibilités pour le cadre juridique, soit les RU 600, et ça, c'est le cadre juridique des crédits documentaires, le même, parce que cette garantie, elle a quand même cette caractéristique, c'est qu'elle est soumise au même cadre réglementaire, en tout cas elle peut, que les crédits documentaires. Et puis l'autre possibilité de cadre juridique, ce sont les RPIS 98, qui sont aussi un cadre de fonctionnement édicté par la Chambre de commerce internationale relatif au stand-by. Cette garantie, elle se décline à l'import ou à l'export. Bah ça, c'est une manière entre guillemets évidente. En fait, il n'existe qu'une seule stand-by. On ne va pas dire qu'il y a une stand-by import, une stand-by export, mais finalement, c'est la place que vous aurez dans le schéma des intervenants qui va changer. Mais il y en a une et une seule, et c'est le même modèle à chaque fois. Les différents types de stand-by. Aujourd'hui, on a des stand-by de marché, des stand-by commerciales ou des stand-by financières. Nous, on va s'intéresser principalement au stand-by commercial puisque c'est quand même le cœur du sujet qui nous intéresse. On verra que sur les stand-by de marché, les stand-by financières, d'ici quelques mois, ce sera probablement moins vrai. Mais ça, on verra ça dans la dernière partie avec les évolutions des normes SWIFT. Voilà pour la définition et le cadre juridique. D'où vient la stand-by? Ça, c'est une très bonne question. La stand-by, elle trouve ses origines plutôt sur le continent américain. L'explication qu'on en a, c'est que tout simplement, les banques américaines n'ont pas le droit d'émettre des garanties internationales. C'est dans le droit américain. Pour pouvoir émettre des garanties aux États-Unis, il faut être une société d'assurance et une banque ne peut pas le faire. Donc, les banques américaines ont fait preuve d'imagination et ce qu'elles ont trouvé de mieux comme parade, c'est tout simplement de créer une garantie, puisque la stand-by est une garantie, mais soumise au cadre juridique des crédits documentaires qui sont eux gérés par les banques. De ce fait, les stand-by peuvent être utilisés par les banques américaines et elles sont soumises au cadre juridique, elles peuvent être soumises au cadre juridique des RU 600. Voilà. Donc, forcément, on va dire les origines de l'ESBLC, on le verra un petit peu plus tard, mais ça aura une incidence évidemment sur les zones géographiques dans le monde où elles sont le plus utilisées. Ça va de soi. Le schéma de fonctionnement, je pense que ça, c'est un des éléments primordiaux pour bien comprendre ce qu'est une stand-by, c'est surtout comment ça fonctionne, comment on la met en place, comment on l'active. Voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est de savoir un petit peu comment ça s'articule. Je vous ai fait un petit schéma assez simple où vous allez retrouver donc l'acheteur qui est l'importateur et qui est, on va dire dans les termes plus bancaires, le donneur d'ordre. On retrouve en haut à droite le vendeur, donc l'exportateur, qui sera lui considéré comme le bénéficiaire de la stand-by. Ensuite, vous avez en dessous à gauche la banque émettrice, qui est la banque de l'acheteur. Et vous avez en dessous, donc en bas à droite, la banque notificatrice ou confirmante qui, pour le coup, la banque de l'exportateur. Vous retrouvez au milieu la définition qu'on a préalablement vue ensemble. Si on doit un petit peu, voilà, une petite chronologie de cette mise en place, bien évidemment, le premier élément, c'est le contrat. C'est le contrat entre l'acheteur et le vendeur, un contrat commercial, une proforma, mais il nous faut effectivement un élément contractuel qui va définir les obligations réciproques. Quelles sont les obligations du vendeur, quelles sont les obligations de l'acheteur. Donc ce contrat, c'est la première étape. Il doit bien évidemment être le plus complet possible. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va servir de base à l'acheteur pour faire sa demande d'ouverture de stand-by. Oui, il faut avoir en tête que la stand-by est une garantie qui sera émise par la banque de l'acheteur. C'est donc l'acheteur qui va donner instruction, comme le terme donneur d'ordre, il va donner instruction à la banque émettrice d'émettre ses stand-by. Mais pour donner ces instructions, il faut qu'il s'appuie sur quelque chose, et notamment le contrat.
Donc, il faut faire attention d'avoir un contrat qui soit assez complet et qui puisse effectivement, je dirais, être une bonne source d'information pour la rédaction de la lettre de crédit stand-by. La banque émettrice reçoit les informations de l'acheteur. Elle les met en forme dans la trame de messages SWIFT correspondant à la stand-by. Elle reviendra bien évidemment vers l'acheteur s'il lui manque des informations, que ce soit des informations sur les champs à remplir ou des informations d'ordre, on va dire, plus conformité. Mais la banque, effectivement, va contrôler. Ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que évidemment, quand on recourt à ce type de technique, eh bien l'acheteur doit disposer d'une ligne d'engagement auprès de sa banque. On est bien d'accord que la banque émettrice, la banque de l'acheteur, elle se porte caution de son acheteur, elle va donc prendre un risque sur son acheteur. Elle peut être amenée à payer si l'acheteur fait défaut. Ça suppose que l'acheteur ait des lignes d'engagement auprès de sa banque. Voilà, ça c'est des petits préalables, des lignes d'engagement comme il pourra en avoir pour tout ce qui est crédit documentaire, garantie. La stand-by va aussi demander ce qu'on appelle une ligne d'engagement. Donc la banque émettrice, une fois qu'elle a tous ces éléments, c'est-à-dire qu'elle a une ligne d'engagement valable, qu'elle a toutes les informations à faire figurer dans la stand-by, elle va émettre un message SWIFT. Donc c'est la troisième étape. Ce message SWIFT, il est formaté. Hein, c'est un format qui est prévu par SWIFT. Donc SWIFT, bien évidemment, hein, vous savez, c'est les protocoles de communication entre les banques sécurisés qui permettent de s'envoyer des messages qui sont normés par rapport au type d'opération. Sur les lettres de crédit stand-by, on sera sur une norme MT 760 qui est le message SWIFT correspondant à la stand-by. Au passage, un petit complément d'information, le format lié au message SWIFT, si vous voulez un petit parallèle, c'est quasiment le même qu'un message 700 pour un CREDOC. La trame, elle est quasiment identique. D'ailleurs, parfois, on peut être facilement amené à faire une confusion entre les deux. Un point important, tout en haut du message SWIFT, pour un CREDOC, vous allez avoir le type de message et c'est irrévocable. Vous pouvez avoir pour un CREDOC la mention transférable si le CREDOC est transférable. Quand c'est une stand-by, vous avez la mention irrévocable, mais vous avez stand-by juste à côté. Voilà, donc là, ça, c'est déjà un indice. Et puis, on le verra aussi dans la liste des documents, puisque comme dans un MT700 pour un CREDOC, vous avez un champ qui correspond au document à présenter, on verra qu'on sera principalement sur les copies de documents. Donc, c'est ce qui attire l'attention sur le fait qu'on est bien sur un CREDOC, enfin, bien sur une stand-by et pas sur un CREDOC, justement. Donc, une fois que cette émission est faite, que la banque émettrice a envoyé le SWIFT à la banque notificatrice ou confirmante, celle-ci analyse les informations reçues, va ajouter sa confirmation s'il y a une demande de confirmation. On reviendra un peu plus tard pour expliciter la confirmation, il n'y a pas de souci. Et ensuite, la banque notificatrice, elle va informer l'exportateur qu'elle a reçu une stand-by en sa faveur et elle va lui notifier cette stand-by et ou la confirmer également. Donc voilà, on est sur le schéma de mise en place. Le schéma de mise en place, il est strictement le même que la mise en place d'un CREDOC. C'est le même protocole, entre guillemets, un contrat, une demande d'ouverture auprès de la banque émettrice par l'acheteur et ensuite la banque émettrice, elle, émet le SWIFT qui est reçu par la banque notificatrice. Donc, les conditions, un contrat bien fait, ça on l'a évoqué. Il faut une ligne d'engagement pour l'acheteur auprès de sa banque. Voilà, il faut que les deux banques émettrices et confirmatrices ou notificatrices soient en relation de clé SWIFT. Ça, je vais insister là-dessus, c'est important parce qu'aujourd'hui, les banques ont un peu moins de clés SWIFT qu'auparavant. Il faut savoir que le régulateur nous a imposé en tant que banque, pour chacune de nos clés SWIFT, d'avoir ce qu'on appelle des dossiers de conformité, ce qu'on appelle plus vulgairement des KYC, des Know Your Customer. C'est un peu le terme technique du dossier de conformité. Eh bien, on doit avoir un KYC sur chacune des banques avec lesquelles on va échanger des messages de CREDOC ou de garantie. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir un dossier de conformité sur chacune des banques avec lesquelles nos clients vont nous demander d'émettre des stand-by ou des CREDOC. Donc, c'est un élément important quand vous souhaitez mettre en place une stand-by. Il faut s'assurer que la banque à qui vous souhaitez demander l'émission de la stand-by ou qui est censée la recevoir, si vous êtes exportateur, eh bien, il faut lui demander si elle est en relation SWIFT et en dossier de conformité KYC avec la banque de votre acheteur. Ça, c'est un élément important. Ce n'était pas forcément vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, ça l'est. Le régulateur nous ayant demandé d'avoir un dossier de conformité sur chaque banque, évidemment, il y a des clés SWIFT que l'on a été obligé de fermer parce qu'on n'avait pas suffisamment de volume pour maintenir des dossiers de conformité. Maintenir un dossier de conformité, ça veut dire actualiser des données financières et d'actionnariat sur la banque tous les ans et ça représente un coût significatif pour la banque. Donc aujourd'hui, évidemment, le nombre de clés SWIFT par banque a été fortement réduit. Bien sûr, on en a sur tous les pays, mais il faut s'assurer qu'il y ait bien une correspondance entre la banque de l'acheteur et la banque du vendeur.
Voilà pour la mise en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A. On y répondra en fin de présentation. Donc, une fois que cette stand-by est mise en place, ce qui est le plus gros du travail, hein, très honnêtement, derrière, vous allez voir que dans le fonctionnement, c'est assez simple. Alors, le fonctionnement, eh bien, on enlève la banque de l'exportateur, on enlève la banque de l'importateur, puisque en réalité, cette garantie, c'est bien une garantie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un moyen de paiement. Ça veut dire que la banque de l'importateur, la banque de l'exportateur ne sont présentes que lorsqu'on met en place la stand-by, mais elles ne sont pas présentes tout le temps. C'est le but d'ailleurs, c'est qu'on soit sur quelque chose d'assez souple et d'assez simple, ce qui fait qu'elles ne sont pas présentes tout le temps. Et en l'occurrence, pendant la validité, elles n'ont pas à intervenir normalement. Donc, si tout se passe bien, eh bien, chacune des deux parties va remplir ses obligations contractuelles. En l'occurrence, le vendeur va procéder à l'expédition des marchandises d'un point de vue logistique, de manière à ce que l'acheteur puisse les récupérer, conformément à l'incoterm qui est prévu dans le contrat. Bien évidemment, on se base sur les éléments contractuels. Ensuite, cet exportateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les documents originaux directement à l'acheteur. C'est là toute la subtilité. Sur la stand-by, le vendeur ne remet pas de documents en banque tout de suite. Il les envoie, les originaux, à l'acheteur. L'acheteur, avec les originaux, doit normalement pouvoir récupérer la marchandise. Si on est sur une expédition maritime, eh bien, les 3 originaux de connexion maritime lui permettront de sortir le conteneur du parc à conteneurs au port d'arrivée et de pouvoir récupérer les marchandises, de faire les formalités de dédouanement, ainsi de suite. En revanche, en contrepartie, l'acheteur, lui, doit remplir ses obligations contractuelles qui sont de procéder au paiement. Voilà. Donc, on est sur une relation là qui revient, somme toute, assez classique. On a une expédition de marchandises. En contrepartie, on a un paiement. Je dirais, c'est l'exécution normale du contrat, comme vous le voyez sur le slide. Il n'y a rien d'extraordinaire. On le reverra aussi, ça laisse toute latitude à l'acheteur et au vendeur pour fonctionner comme ils le veulent. S'ils veulent fonctionner avec des copies scannées de documents, ils peuvent se les envoyer par mail. À partir du moment où en face, il y a possibilité de récupérer les marchandises sur cette base-là. On n'intervient pas, nous, sur la manière dont doit être rédigé le BL et la manière de vous transmettre les documents, qu'ils soient électroniques ou pas. C'est quand même un des avantages de la stand-by. Si on était dans un CREDOC, bien évidemment, on aurait une liasse documentaire papier à présenter à la banque. Donc, on serait sur un schéma plus lourd, évidemment, et plus contraignant, avec des délais à respecter. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. Expédition des marchandises, paiement. Donc là, on est dans le cadre de l'exécution normale d'un contrat. Si par contre, malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et on n'est pas dans le cadre de la réalisation normale du contrat, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va se retrouver avec la même présentation de transaction, mais avec le fait que le paiement ne soit pas fait. Voilà, c'est un peu la crainte de l'exportateur, c'est le fait de ne pas être payé. Là, si on a expédié les marchandises, on a envoyé les documents originaux, l'acheteur a récupéré les marchandises, mais ne fait pas le paiement, effectivement, là, on va rentrer dans une phase qui va s'appeler la mise en jeu de la garantie stand-by, c'est-à-dire je ne suis pas payé, je vais donc demander à la banque qui a émis la stand-by, qui s'est portée caution, de procéder au paiement en lieu et place de l'acheteur qui, lui, n'a pas honoré le paiement. Pour ce faire, là, les banques du vendeur et de l'acheteur vont rentrer en ligne vont intervenir dans le schéma, puisqu'effectivement, le vendeur, l'exportateur, pour pouvoir mettre en jeu sa lettre de crédit stand-by, il va devoir procéder à une présentation de documents. Alors, vous allez me dire comment il peut présenter des documents puisqu'il a déjà envoyé les originaux à l'acheteur. Évidemment, on ne va pas lui demander de présenter les originaux. On va lui demander de présenter une copie de facture impayée. On va lui demander de présenter une copie de connaissement maritime. Et par contre, il devra rédiger un document en original qui sera une attestation de non-paiement. Il va dire je sous-signé, entreprise, monsieur machin, certifie avoir rempli mes obligations contractuelles au titre du contrat signé avec l'acheteur, à savoir l'expédition des marchandises, mais n'ait pas reçu en retour le paiement correspondant. Donc une attestation où il s'engage en certifiant qu'il n'a pas reçu le paiement. Ces 3 documents vont être mis à la banque de l'exportateur qui est soit notificatrice, soit confirmante. Et la banque va examiner les documents de manière très rapide, c'est très light, 3 documents, c'est quand même assez simple, dont 2 copies. Et ces documents, elle va les envoyer à la banque qui a émis la stand-by pour mise en jeu. Voilà, elle va dire à la banque émettrice, votre acheteur n'a pas payé la facture suivante qui est elle-même couverte par la lettre de crédit stand-by. Je demande donc le paiement de cette facture impayée. Bien évidemment, la facture, elle ne doit pas être supérieure au montant de la stand-by, ça va de soi. Elle ne doit pas avoir une date postérieure à la validité de la stand-by, puisque si vous aviez une stand-by de 3 mois et qu'au bout du 4e mois, vous présentez une mise en jeu, évidemment, elle sera refusée. Il faut quand même qu'on soit sur la validité de la stand-by.
Sous réserve de ces critères-là, la présentation des documents corrects et l'envoi des documents à la banque émettrice ne pourra pas se dédouaner de son obligation de paiement. Elle sera donc obligée, quelle que soit la situation financière de l'acheteur, à partir du moment où on est dans la validité de la stand-by et que la facture est correcte, les documents sont corrects, elle devra payer la facture qui n'a pas été payée par l'acheteur. Voilà. Ensuite, elle enverra les documents en question à l'acheteur et puis elle s'arrangera avec elle. Est-ce qu'elle peut débiter son compte parce qu'il y a provision ou pas? Ça, c'est elle qui verra. Elle a pris un risque sur son acheteur, à elle de faire le recouvrement. Voilà, donc là, on est clairement sur un schéma de mise en jeu. Alors, bien évidemment, quand on fait une mise en jeu de stand-by, c'est que commercialement, on est plutôt dans une impasse et que l'acheteur, on a beau essayer de le relancer, de lui dire de payer, de le menacer, c'est que manifestement, il est sourd à nos appels et il ne réagit pas au fait qu'il n'a pas payé la facture. Et donc, on est dans une situation où on n'a pas d'autre choix que de mettre en jeu la stand-by. Donc, voilà un petit peu pour le schéma de mise en jeu. Je dirais que y a pas de piège entre guillemets. Il y a quand même des précautions à avoir. C'est que vous l'avez vu précédemment, quand tout fonctionne bien, c'est relativement simple. Par contre, quand on est dans une situation d'impayé, il faut être capable de ressortir les documents. Ça paraît bête, mais malgré tout, ayez à l'esprit que quand vous faites des transactions avec le vendeur, à tout moment, si il ne paye pas, il faudra quand même présenter la copie de la facture impayée et la copie du document de transport. Et être sûr que tout ça soit bien dans le cadre de la stand-by. Donc, il faut quand même avoir une ADV export derrière qui classe les éléments de manière à pouvoir les restituer à la banque si besoin est. Il ne faut pas qu'à un moment donné, on se dise « Ah oui, mais le document de transport, c'est le transitaire, je ne sais pas où il l'a mis. » Voilà, il faut être capable, à un moment donné, de suivre les documents, de suivre les échéances aussi. Hein. Vous l'avez vu, la stand-by suppose que le paiement soit fait à l'initiative de l'acheteur dans la procédure normale. Donc, il ne faut pas qu'on soit à un moment donné en se disant « moi, j'ai une garantie stand-by, je ne m'occupe de rien ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Autant sur un crédit documentaire, entre guillemets, une fois que vous avez présenté les documents, toute la procédure va suivre pour que le paiement intervienne de banque à banque, puis vous soit répercuté. Là, c'est à vous de surveiller le poste client. Et s'il y a mise en jeu, là, par contre, les banques s'arrangeront entre elles. Mais voilà, il faut avoir quand même à l'idée que derrière, il y a un suivi qui doit être fait sur les documents pour être capable de présenter les documents. Et puis sur le respect des échéances pour mettre en jeu la garantie si le paiement n'est pas fait. Voilà pour le schéma de mise en jeu. Alors, dans quel cas utiliser une stand-by? Ça, c'est peut-être la partie la plus intéressante. La stand-by, on peut l'utiliser pour une transaction avec un client, ça va fonctionner. Évidemment, voilà, ça marchera à partir du moment où on respecte ce qu'on s'est dit auparavant. Elle peut fonctionner pour une opération donnée, pour une facture, un contrat commercial, ça peut fonctionner. Mais quelque part, si on veut l'utiliser de manière la plus intéressante possible, eh bien, la stand-by, elle aura surtout un intérêt à fonctionner pour couvrir un courant d'affaires. C'est ce que je vous mets, one shot ou business récurrent. L'avantage, c'est de mettre en place la stand-by quand on a un courant d'affaires régulier, qu'on a des facturations tous les mois, tous les trimestres, parce que cette stand-by, on la mettra en place qu'une seule fois, en début d'année, et elle va avoir une validité d'1 an, et elle va finalement couvrir pendant 1 an tous les échanges entre l'exportateur et l'importateur. C'est assez intéressant parce que le travail administratif, vous allez le faire qu'une fois, c'est la mise en place. Après, ce travail, il est exploitable pendant 1 an. Mais pour pouvoir arriver à ce résultat-là, eh bien, il y a là aussi quelques précautions à prendre. La première précaution, c'est de signer un contrat cadre. Quand on fait une opération one shot, on signe un contrat commercial pour une opération. Là, on n'a pas forcément ce réflexe-là, mais il est important d'avoir un contrat cadre. Ce contrat cadre, il est assez basique. Hein, c'est uniquement de dire que vous êtes en relation d'affaires avec tel fournisseur ou tel acheteur, que l'objet de votre relation d'affaires, c'est tel type de marchandise, que les volumes approximatifs sont de tant de pièces, tant de machines, tant de voilà. Et ce contrat cadre, eh bien, il va avoir une référence, une date et des signatures. Et ces références, elles devront être mentionnées dans la lettre de crédit stand-by. Quand on va émettre la stand-by, on va dire que cette stand-by a pour vocation de sécuriser un contrat cadre entre un acheteur et un vendeur, et on mentionnera le numéro de contrat cadre ainsi que sa date. Donc ça, c'est important. La stand-by fait référence au contrat cadre. Et ensuite, cette stand-by, eh bien, il va falloir lui trouver un montant. Alors, comment est-ce qu'on choisit le montant? Très simplement, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait avec ce client ou ce fournisseur pendant 1 an l'année dernière. Et l'idée, c'est pas de faire un cumul de toutes les transactions, ça n'aurait aucun intérêt. Mais l'idée, c'est uniquement de regarder par encours mensuel
quel est le pic maximum au niveau de la relation commerciale, quel est le montant maximum à un moment donné, si on additionne toutes les factures sur le mois de mai, le mois de juin ou le mois de septembre, quel est le niveau le plus important dans l'année de business avec ce client, ce fournisseur. Et cet encours max, eh bien, sera le montant de la stand-by. Alors bien évidemment, si vous avez des évolutions de courant d'affaires, il faut en tenir compte, parce que là, on se base sur les données de l'année dernière, mais pour la mettre en place sur l'année à venir, eh bien, est-ce qu'on prévoit une augmentation d'affaires ou pas? Il faut évidemment se baser là-dessus. Donc, on va définir l'encours maximum et on va émettre la stand-by de manière à ce qu'elle soit calée sur ce montant d'encours maximum. Ensuite, dans le déroulé, il faut qu'évidemment, à chaque fois que vous faites une expédition avec une facture et que vous faites partir les marchandises à l'acheteur et que vous lui envoyez les documents, il faut que la facture fasse référence au contrat cadre. Ce qui va nous permettre, en cas de mise en jeu, de s'assurer que la facture, elle rentre bien dans le contrat cadre et elle est couverte par la lettre de crédit stand-by. Globalement, effectivement, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on a une stand-by qui fonctionne de manière assez similaire à ce que ferait un contrat d'assurance crédit, tout simplement. Un point de vigilance par contre, cette SBLC, elle a une date de validité. Vous l'avez mis en place pour une période donnée, 6 mois, 1 an. Eh bien, il faut anticiper qu'à un moment donné, on va s'approcher de l'échéance de validité de la lettre de crédit stand-by et il faudra anticiper le renouvellement suffisamment tôt. Pourquoi? Parce que la stand-by, elle peut très bien être, on va dire, s'articuler avec des factures qui sont payables avec un différé de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Bien évidemment, dans le calcul de l'encours, ce différé, on a calculé pour en tenir compte. Mais quand on arrive à la fin de validité de la stand-by, il faut quand même s'assurer que peut-être à M-2 de l'échéance, c'est-à-dire 2 mois avant l'échéance de la stand-by, eh bien, des factures qui seraient payables à 90 jours ne seraient pas couvertes par l'aide de crédit stand-by. Donc attention, il faut renouveler suffisamment tôt pour être sûr que les dernières expéditions de l'année ne soient pas en blanc, sans couverture, et qu'on ne serait pas capable de mettre en jeu la stand-by. Donc attention au renouvellement, ça c'est un point de vigilance. Ensuite, autre cas important, la prestation de service. Oui, ça c'est un sujet qui est quand même crucial, c'est-à-dire qu'on se pose souvent la question, comment est-ce que je peux sécuriser un contrat de prestation de service? Alors, le crédit documentaire, il est plutôt axé sur de la sécurisation avec un envoi de marchandises, un transfert de biens physiques. On peut avoir les deux dans un crédoc, attention, ça c'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on peut avoir une expédition de biens d'équipement et puis ensuite plusieurs tranches qui correspondent à l'installation en local de l'équipement qu'on vient d'expédier. En revanche, les banques ne sont pas du tout confortables à mettre en place un crédit documentaire où il n'y aurait que de la prestation de service. Parce que vous savez que le crédit documentaire, on doit présenter une liasse documentaire qui normalement reflète l'expédition physique de la marchandise. Donc là, logiquement, le crédoc, si on n'a que du service, il ne va pas être adapté. En revanche, la stand-by, on peut tout à fait l'envisager pour de la prestation de service. Alors, il faut, comme vous l'avez vu, il y a 3 documents à mettre en place. Il faudra prévoir un document. Alors, on peut avoir 4 documents, mais il faudra prévoir un document qui quand même prouve que les obligations contractuelles de l'exportateur ont été remplies. En l'occurrence, on peut tout à fait, comme support contractuel, imaginer soit des feuilles d'heure de présence des techniciens sur place en local contresignées par le client, parce que quand on a de la prestation de service, on a parfois des collaborateurs qui se déplacent, ou alors un PV signé par l'acheteur, comme quoi, effectivement, la prestation de service est bien réalisée en local. Voilà, ça peut être 2 types de supports. Bien évidemment, ces documents-là, il faudra qu'on les insère dans la liste des documents à présenter pour mettre en jeu la stand-by. Et là, quelque part, on a quand même quelque chose d'assez carré, puisque vous, en tant qu'exportateur, vous avez dépêché des collaborateurs sur place. Soit ils ont fait signer les feuilles d'heure, soit ils ont fait signer un PV de réception de la prestation de service. À partir de là, difficile entre guillemets, de dire que la prestation n'a pas été faite. Donc, ce document, on l'intégrera dans la stand-by et on pourra, grâce à la stand-by, couvrir un risque d'impayé sur de la prestation de service. Ensuite, un élément important aussi, c'est le panorama des moyens de paiement par zone. Alors, j'ai remis volontairement un petit peu tous les moyens de paiement. On va retrouver la remise documentaire, le crédoc, la lettre de crédit stand-by. Et puis, je vous ai mis les zones géographiques. Alors, on va y aller de manière très, très chronologique là aussi. Si on prend l'Europe, bien évidemment, en Europe, la remise documentaire fonctionne.
le crédit documentaire aussi et la lettre de crédit stand-by également. Donc les trois possibilités sont fonctionnelles. Sur l'Amérique du Nord, la remise documentaire, ce qu'on va appeler le cash against document, on en voit. C'est des choses qui peuvent se faire. Le crédit documentaire, on en voit peu. Pour la simple et bonne raison que le crédit documentaire, c'est plutôt un outil qui, à la base, a été créé par l'Asie et les banques asiatiques. Donc, on verra peu de crédits documentaires sur l'Amérique du Nord. La stand-by, en revanche, bien évidemment, oui, puisque c'est eux qui sont à l'origine de la création de la lettre de crédit stand-by, comme on l'a évoqué en début de présentation. L'Amérique du Sud, on va être calé quand même globalement sur l'Amérique du Nord, avec la remise documentaire qui est utilisée, le crédit documentaire qui l'est peu. Alors attention, quand je mets non, c'est pas que c'est interdit ou que c'est pas possible. C'est que globalement, on n'observe pas de crédit documentaire sur l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Maintenant, je suis en train de vous dire, il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire que si demain vous avez un acheteur ou un vendeur en Amérique du Sud qui vous dit je veux un CADOC, bon, bah, allez-y. Mais voilà, ce qu'il faut avoir, c'est que culturellement, on est plus ou moins à l'aise avec certains outils et il y a plus de facilité ou pas à les mettre en place. Donc là, l'idée, c'est un peu de refléter ça. Donc bien évidemment, le CREDOC, c'est plutôt un moyen de paiement qui sera peu utilisé ou difficile à obtenir. La lettre de crédit stand-by, Amérique du Nord, Amérique du Sud, même combat, ça fonctionnera plutôt bien. Ensuite, sur l'Afrique, alors la remise documentaire, on en voit beaucoup. Le crédit documentaire aussi, bien évidemment. Par contre, la lettre de crédit stand-by, j'ai mis une petite nuance sous réserve, on le verra dans le slide d'après. Ça peut être le cas, mais il y a quand même certaines particularités. L'Asie, la remise documentaire, on n'en voit pas. Très honnêtement. Le crédit documentaire, oui, évidemment, puisqu'ils sont plutôt à l'origine de ce moyen de paiement, donc on en voit beaucoup. Et la lettre de crédit stand-by, là aussi j'ai nuancé, on verra sur le slide d'après. Voilà, c'est un peu particulier aussi, donc ça fait l'objet d'un développement qu'on verra juste après. L'Inde, le Bangladesh et le Pakistan, en remise documentaire, on en voit beaucoup. En crédit documentaire, on en voit également beaucoup. Et par contre, en stand-by, on en voit peu. Pour la simple et bonne raison que sur ces pays-là, on a quand même beaucoup d'appros en prêt-à-porter, en textile, en import, et qu'ils ont besoin de financement et que la lettre de crédit stand-by, on le verra après, mais ne permet pas d'être préfinancé sur sa commande. Donc, on n'en voit quand même quasiment pas. Pour revenir sur nos deux petites nuances Afrique et Asie, voilà, je les intègre là. Alors, le cas de l'Afrique, on en voit de plus en plus de SBLC, ce qui est plutôt positif, parce que les grands groupes africains sont très calés sur les moyens de paiement, évidemment, comme les grandes, comme les entreprises en France. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils connaissent tous les moyens de paiement et la stand-by, ils la connaissent. Maintenant, je vais quand même, on a tendance à dire l'Afrique, mais il faut savoir quand même que l'Afrique est composée d'un certain nombre de pays et c'est pas forcément, les pratiques ne sont pas forcément les mêmes partout. Le cadre économique n'est pas le même partout. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant, et Cindy on a fait la présentation tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même en Afrique, dans certains pays, un contrôle d'échange très strict. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale du pays, elle intervient massivement dans l'économie et au quotidien pour s'assurer que les paiements sortants sont corrélés à des importations de biens physiques. En fait, la mission de la Banque centrale, c'est de faire en sorte que le pays ne tombe pas en faillite. On est sur des pays qui ont des réserves de devises limitées, exprimées en nombre de jours. Et le rôle de la Banque centrale, c'est de s'assurer que ces réserves de devises sont utilisées à bon escient, c'est-à-dire que, en premier lieu, elles servent à payer bien évidemment le lait infantile, les moyens de payer, tout ce qui est pharmaceutique, et puis au fur et à mesure, on va descendre sur les choses qui sont de moins en moins prioritaires. Mais bien évidemment, on va quand même prioriser pour qu'on soit sur des importations de biens physiques et qu'on soit surtout pas sur des mouvements de capitaux. C'est un peu le principe du contrôle d'échange, c'est de faire en sorte que le pays utilise prioritairement ces devises à l'importation de biens essentiels ou de biens physiques, une fois que les biens essentiels sont payés. Donc clairement, la stand-by, elle suppose derrière que l'acheteur et le vendeur fonctionnent par virement. Bon, sur certains pays, on sait que c'est pas facile. Notamment, si on prend l'exemple de l'Algérie que j'ai noté, l'Algérie, on sait que c'est quand même relativement compliqué. En Algérie, il faut plutôt utiliser soit la remise documentaire ou le crédit documentaire. Il faut savoir qu'en Algérie, on a même souvent, enfin même pas souvent, c'est que l'importateur a une obligation de pré-domiciliation de ses opérations, c'est-à-dire qu'il doit demander un agrément sur un site algérien, un site public, et une fois qu'il a son agrément, cet agrément, il doit le domicilier dans une banque qui sera la banque algérienne qui devra traiter
l'opération, soit de Credoc ou de remise doc. Et ensuite, ça permet d'avoir un double contrôle, à la fois sur les flux sortants, pour s'assurer déjà quand on a délivré l'agrément que l'objet de l'importation est quelque chose qui est important pour le pays. Et puis ensuite, ça permet aussi de lutter contre les fraudes aux douanes, c'est-à-dire que les douanes ont accès à la prédomiciliation des opérations et peuvent s'assurer tout simplement que la valeur douanière et la valeur bancaire sont la même, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Voilà, donc clairement, quand on est sur des pays qui imposent des opérations documentaires type Credoc ou Remdoc, la SBLC, elle sera un peu doublon, hein, elle ne va pas forcément être très utile. Donc après, à vous de voir en fonction des pays, avec votre acheteur, est-ce que la stand-by est intéressante? Est-ce que derrière, votre acheteur pourra payer par virement simple? Voilà, c'est des choses des petites précautions à prendre sur l'Afrique. Ensuite, si on prend le cas de l'Asie, eh bien, l'Asie, là, c'est un peu différent, hein. L'Asie, clairement, on n'est pas sur du contrôle d'échange, donc on n'a pas cette problématique. Par contre, là, on va dire traditionnellement, ils n'utilisaient pas la stand-by parce qu'ils étaient beaucoup plus axés Credoc sur l'Asie, sur la Chine notamment. Maintenant, on voit que ça change un petit peu. Donc, on a quand même quelques SBLC. Par contre, on voit quand même que c'est sur des cas de figure très particuliers. Donc, plutôt dans le sens import Asie. Voilà, clairement, quand les opérations sont d'ordre marchandises importées en Asie, et puis surtout sur des secteurs d'activité particuliers, comme le secteur industriel, comme le secteur high-tech, les télécommunications. Sur ces secteurs-là, évidemment, on aura la possibilité de voir des stand-by émises par des banques asiatiques. C'est des choses qui se voient. Dans l'autre sens, exportation depuis l'Asie, clairement, on n'en voit pas. On n'en voit pas parce que, là, massivement, les exportations depuis l'Asie sont quand même des biens de consommation, des biens manufacturés, des produits du secteur textile et du prêt-à-porter. Là-dessus, les exportateurs ont besoin de se faire préfinancer. Ils ont besoin de BFR, ils ont besoin de Trésor pour pouvoir acheter leurs matières premières ou payer leurs sous-traitants. Donc, clairement, la stand-by ne va pas répondre à ce besoin-là. Le Credoc, beaucoup plus. Et donc, ils vont plutôt être utilisateurs de Credoc et utiliser les mobilisations de Credoc pour avoir du cash ou même, je pense, négocier des lignes de court terme auprès des banques asiatiques à partir du moment où elles ont des crédits documentaires fermes qui sont ouverts à leur profit. Donc voilà pourquoi là, il y a une petite nuance sur l'Asie, parce qu'effectivement, en fonction des cas, ça peut fonctionner pour la stand-by, mais ce n'est pas vrai dans 100% des cas. Ensuite, alors ce slide était clairement une des demandes qui avait été formulée dans les inscriptions, c'était de voir quelle est la différence entre une stand-by et un Credoc. Alors bien évidemment, avec les slides précédents, on a déjà un petit peu répondu à la question. On a vu que dans la mise en place, c'était similaire, mais que dans la mise en jeu, sur un Credoc, et la mise en jeu, elle est systématique. Sur une stand-by, elle n'a lieu qu'en cas d'impayé. Donc évidemment, voilà, on a déjà un peu avancé sur le sujet. On va reprendre de manière synthétique pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble sur ces différences. Le crédit documentaire, principalement un instrument de paiement, vous l'avez vu, le paiement est organisé et il est systématique puisque la réalisation documentaire est prévue dans le déroulement du Credoc. Pour la stand-by, c'est un instrument de garantie, pas un instrument de paiement, puisque dans la logique, si elle n'est pas mise en place, l'acheteur et le vendeur se font des virements entre eux. C'est un instrument de couverture du risque, le Credoc, tout comme la stand-by. Les risques couverts, alors pour l'importateur, le risque commercial, alors au début on a du mal à se dire, mais l'importateur, quel est son risque commercial? Tout simplement, le risque commercial d'un importateur, c'est de ne pas recevoir les marchandises qu'il a commandées ou la prestation de service qu'il a commandée. Pour un crédit documentaire, il est évident que si les marchandises ne sont pas envoyées, l'exportateur, il aura du mal à présenter des documents pour se faire payer. Donc l'importateur, ça lui permet aussi d'avoir, entre guillemets, la réalité du flux physique qui est envoyé. Pour la lettre de crédit stand-by, pour l'importateur, là aussi, le risque commercial est couvert. Pourquoi? Parce que l'exportateur qui voudrait mettre en place, qui voudrait mettre en jeu la garantie stand-by, il va devoir prouver qu'il a expédié sa marchandise. Donc, il a quand même une copie de document de transport à présenter, une copie de facture à payer. Donc, quelque part, ça limite aussi les risques. Comparé par exemple à un paiement 100% d'avance où l'acheteur ne reçoit pas la marchandise, eh bien là, c'est pas envisageable avec le Credoc comme avec la garantie. Pour l'exportateur, bien évidemment, le risque commercial, c'est-à-dire le risque d'impayé par l'acheteur, est couvert dans les deux cas. Dans le Credoc, c'est organisé dans le paiement et dans la stand-by, c'est une mise en jeu s'il y a impayé. Alors ensuite, le risque politique, le risque de non-transfert. Pour le crédit documentaire, ça peut être couvert, ça ne l'est pas de fait. D'accord, mais ça peut faire l'objet d'une couverture à partir du moment où on ajoute la confirmation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la confirmation, c'est quoi? C'est que la banque de l'exportateur, eh bien, elle prenne à sa charge le risque sur le pays de l'importateur.
C'est-à-dire, demain, les documents sont conformes, mais la banque de l'importateur n'est pas en mesure de faire le paiement. À partir du moment où le crédit documentaire est confirmé, la banque de l'exportateur procédera au paiement si les documents sont conformes. Ça veut dire qu'effectivement, elle a confirmé l'opération et elle a pris le risque sur le pays, mais en plus de prendre le risque sur le pays, elle a également pris le risque sur la banque. On peut aussi avoir une faillite de banque, hein. Attention, ça c'est des choses qui arrivent. Alors c'est pas courant, mais si on prend la banque Lehman Brothers aux États-Unis, elle n'existe plus aujourd'hui, elle a fait faillite. On a vu en Inde, donc pas plus tard qu'il y a un mois, 2 mois, des banques indiennes en grande difficulté. Alors, elles n'ont pas fait faillite, elles ont été recapitalisées, mais il y a eu un moment de panique. Donc, le risque banque est couvert par la confirmation, comme le risque politique. Et ces deux risques sont couverts à partir du moment où les documents sont conformes dans le CREDOC. Sur la lettre de crédit stand-by, là aussi, c'est important, on peut demander la confirmation de la stand-by. Cette confirmation, elle aura le même impact que pour le CREDOC, c'est-à-dire la couverture du risque pays, la couverture du risque banque et la couverture de non-transfert si le pays n'était pas, bon, ça revient à du risque pays, hein, mais s'il n'était pas en mesure de payer l'importation pour des problèmes de disponibilité de devises, de non-transfert, eh bien là aussi, la banque de l'exportateur, sous réserve que la mise en jeu soit jugée conforme avec les 3 documents, paierait. Enfin, le risque de fabrication est couvert dans les 2 cas pour l'exportateur. En CREDOC comme en stand-by, il est couvert. Alors, là aussi, attention, le risque commercial est couvert à partir du moment où le CREDOC ou la stand-by est ouverte. On est bien d'accord. Il faut quand même qu'il soit ouvert. C'est-à-dire que l'exportateur, il ne sera couvert de son risque de fabrication qu'à partir du moment où le crédit documentaire est en place ou la stand-by est en place. Tant qu'elle n'est pas ouverte et qu'il commence à fabriquer, il est forcément en risque de fabrication. Ensuite, instrument de financement pour le CREDOC, ça c'est un élément important. Si l'acheteur est en recherche de financement, il faut savoir que le crédit documentaire permet 2 choses. D'une part, d'accorder du délai de paiement à l'acheteur, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça peut s'étudier, même au-delà d'1 an sur certaines zones où on a des lignes de confirmation à 2 ans. Donc c'est intéressant pour le crédit documentaire. Et l'exportateur, dans ces cas-là, lui peut demander le paiement à vue. C'est-à-dire qu'il est payé à vue par la banque, mais son acheteur dispose de 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an de délai de paiement. Ça n'est pas possible avec la stand-by, vous l'avez bien compris. La stand-by, on est avec un délai de paiement qui est éventuellement consenti par l'exportateur au bénéfice de l'importateur, mais quand on est dans une procédure de mise en jeu parce qu'il y a un impayé, la mise en jeu se fait instantanément, donc est payable à vue la mise en jeu, et on n'est pas dans une possibilité de financement par la banque de l'exportateur au profit de l'exportateur. Donc ça fait quand même une différence importante. La réalisation systématique pour le CREDOC, d'accord, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour pouvoir être payé dans un CREDOC, il faut remettre des documents en banque. Il faut que ces documents soient examinés, qu'ils soient reconnus conformes. Donc, vous avez aussi un risque de documents non conformes dans le CREDOC. C'est aussi un élément important. Quand on a une liste de documents longs comme le bras dans un crédit documentaire, plus il y a de documents, plus il y a de risque d'erreur. Donc, il y a des irrégularités. Soit vous êtes en mesure de remettre les documents en conformité, soit il faut envoyer les documents pour accord à l'acheteur. Et là, quelque part, vous perdez aussi un peu de bénéfice sur de bénéfices sur le CREDOC, c'est-à-dire la sécurisation du CREDOC devient forcément un peu moins bonne. Sur la stand-by, la réalisation n'est pas systématique, c'est un tirage en cas d'impayé, une mise en jeu, ce que j'expliquais tout à l'heure. Contre-présentation d'une attestation de non-paiement, on l'a évoqué tout à l'heure également, la copie du document de transport et la facture impayée. Il y a beaucoup moins de documents, l'examen est moins approfondi que sur un cahier documentaire, donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus light, avec un risque de non-conformité qui est, je ne veux pas dire nul parce que c'est pas vrai, malgré tout, on va regarder que la facture fait référence au contrat cadre et on va voir qu'on va vérifier que la référence au contrat cadre est la même que dans la stand-by, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus light. En termes de gestion, elle est forcément complète sur un cahier documentaire et parfois fastidieuse. Si on a beaucoup de documents, il y a une gestion administrative un peu lourde, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour la stand-by, on est sur une gestion simplifiée. Le coût, ça c'est un élément important. Sur un cahier documentaire, vous avez une commission qui correspond à la notification du CREDOC. On peut éventuellement avoir une commission de risque en cas de confirmation. Et vous avez des commissions d'examen de documents et des commissions d'irrégularité éventuelles. Donc vous voyez, il y a quand même une grille tarifaire assez complète qui est appliquée par la banque, qui correspond à l'ensemble des prestations effectuées. Sur une stand-by, on va retrouver par contre, comme pour le CREDOC, la notification, évidemment. La commission de risque, la confirmation, si le CREDOC est confirmé, vous aurez un taux de confirmation appliqué qui est fonction de la cotation du pays et de la banque. Voilà, plus la cotation et le pays et la cotation du pays est bonne et celle de la banque, moins le taux sera élevé, évidemment.
pas d'examen de documents puisque normalement les paiements se font entre l'acheteur et le vendeur. Et puis pas d'irrégularité parce que ça n'existe pas sur les remis stock, enfin sur les lettres de crédit stand-by à l'examen des documents en cas de mise en jeu. Divers, les banques ne sont pas responsables en cas de force majeure. Et puis, on peut également avoir des possibilités de montage spécifique pour les crédocs avec des crédocs transférables. Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Un crédoc transférable, c'est tout simplement un crédit documentaire que vous avez reçu qui est en votre faveur et dont vous avez la possibilité d'en transférer tout ou partie en faveur d'un second bénéficiaire. C'est en particulier utilisé lorsque vous êtes négociant et que vous allez acheter auprès d'un fournisseur pour revendre auprès d'un client. Eh bien, la mise en place d'un crédoc transférable vous permet de recevoir un crédit documentaire en faveur, enfin, d'ordre votre client et de le transférer en faveur de votre fournisseur avec, bien évidemment, la marge qui est enlevée au passage. Sur la lettre de crédit stand-by, on a une prolongation du délai de tirage en cas de force majeure par rapport au cadre juridique des ISP 98. On peut avoir la difficulté d'utiliser la lettre de crédit stand-by dans certains pays, on l'a évoqué, notamment l'Algérie. On n'a pas d'inspection au chargement imposé. C'est vrai que dans les crédits documentaires, vous pouvez parfois, quand vous êtes importateur et que vous voulez sécuriser la fiabilité, demander une inspection type SGS, Veritas, Intertech et demander à ce que le certificat d'inspection soit joint à un document. Ce qui fait que si ça n'a pas été inspecté ou si l'inspection n'a pas donné de bons résultats, l'attestation d'examen ne sera pas délivrée et il y aura une irrégularité dans le CREDOC puisqu'il n'y aura pas le document. Sur la stand-by, on n'est pas dans cette démarche-là puisque logiquement, les relations derrière se font entre l'acheteur et le vendeur en direct. Pour conclure, sur le CREDOC, on a une gestion qui est très précise puisqu'on peut mettre du financement, parce qu'on peut mettre des attestations de contrôle qualité, parce qu'on peut mettre du différé de paiement. On a une protection qui est équilibrée entre l'acheteur et le vendeur, mais qui est forcément, en contrepartie, assez fastidieuse et quand même assez lourde. En lettre de crédit stand-by, on a une gestion simplifiée qui, forcément, nous fait faire des économies. Par contre, il faut quand même partir sur l'idée que la stand-by, on peut la mettre en place, mais idéalement quand l'acheteur et le vendeur se connaissent et qu'on a déjà un historique d'affaires avec, qu'on connaît un petit peu le courant d'affaires et qu'on a des expéditions multiples parce que, comme on l'a vu, on peut la mettre en place sur une durée un peu plus longue. Voilà pour la différence entre le CREDOC et la stand-by. Évolution Swift de la stand-by, je vous l'ai dit tout à l'heure, la stand-by, elle fonctionne avec ce qu'on appelle un message MT760 qui est envoyé par la banque de l'acheteur à la banque du vendeur. Il faut savoir que Swift, qui est une entreprise, fait évoluer ses formats de messages et en l'occurrence, le format de la stand-by le format devait être revu cette année avec les conditions du Covid-19 et du confinement, ça a été repoussé à 2021. Mais il y aura une évolution des formats. Aujourd'hui, on sait que dans la stand-by, elle peut être mise soit avec une trame de CREDOC, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit elle peut être rédactionnelle, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle un MT760 toujours, mais qui a un format rédactionnel où on va écrire. Parce que parfois, dans certains pays, ils utilisent plutôt des formes rédactionnelles de stand-by. Bon, ce qui permet aussi du coup d'utiliser la lettre de crédit stand-by pour des garanties financières ou des garanties de marché. C'est ce qui était le cas jusqu'à présent. Une fois que l'évolution de la norme SWIFT aura été faite, on sera obligatoirement avec une trame de CREDOC. Donc, on n'aura plus de stand-by rédactionnel. Du coup, elle ne sera logiquement plus utilisée pour les garanties financières. Voilà. Cette évolution, ce qu'on appelle la release SWIFT, l'évolution de la norme SWIFT, et en particulier pour la stand-by, du coup, n'aura lieu qu'en 2021. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude. On arrive à la synthèse, on est à peu près dans le timing, donc tout va bien. Donc en synthèse, la lettre de crédit stand-by, elle a de nombreux avantages. Voilà, on l'a dit, elle a un coût plus faible que le CREDOC puisqu'il n'y a pas d'examen de documents. Elle ne ralentit pas les échanges logistiques, c'était un peu le sujet de notre thème, de savoir comment on peut sécuriser sans ralentir. Là, on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que l'aide de crédit stand-by, elle permet quand même une certaine fluidité entre l'acheteur et le vendeur. On n'a pas de documents à remettre en banque de manière systématique, donc automatiquement, on ne ralentit pas les échanges logistiques, on ne craint pas de risque de surestarise. C'est un peu la crainte que l'on a sur les opérations documentaires. Dès que ça doit répondre à un certain formalisme, l'exportateur met du temps à préparer ses documents, met du temps à les remettre en banque. Les banques ont 5 jours ouvrés pour les regarder. Elles envoient leurs documents par DHL. La banque en face a 5 jours pour les regarder. Vous voyez que tous ces délais s'allongent.
globalement, ça fonctionne bien en CADOC, mais parfois, quand l'exportateur met du temps à remettre ses documents en banque et que les banques mettent du temps à les examiner, on peut se retrouver avec des risques de surestarie. Surestarie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le conteneur va arriver au port bien avant les documents à la banque de l'importateur, ce qui fait que le conteneur va stationner au port plusieurs jours et probablement vous aurez des frais de stationnement de ce conteneur parce que les documents arriveront après le conteneur. Autre point important, et c'est ce qu'on a évoqué aussi au cours de cette présentation, c'est que l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur la manière dont ils vont travailler une fois que la stand-by est en place. Donc, s'ils veulent travailler de manière dématérialisée, ils le peuvent, avec bien sûr les documents qui vont bien, mais on peut avoir des BL électroniques, on peut avoir voilà, des documents dématérialisés, des documents, voilà. Donc, tout ça, ça peut être compatible avec la SBLC, puisque effectivement, il n'y a qu'en cas de mise en jeu qu'on devra présenter des originaux. Mise en place sur un an, les flux commerciaux sont facilités, la gestion administrative aussi. 2 points quand même de vigilance importants. Le suivi de l'encours. Vous savez que la stand-by, elle est mise pour un montant. Si vous doublez le montant en flux commerciaux par rapport au montant de la stand-by, si toutes les factures sont impayées, vous ne serez remboursé que de la moitié, puisqu'évidemment, l'encours représentera que 50% des factures émises. Donc attention, quand il faut un suivi de l'encours au niveau du poste client, s'assurer que les factures cumulées avec le délai de paiement ne dépassent pas l'encours. Et puis ensuite, le respect des échéances. Là aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut vérifier. On n'est pas comme dans un CREDOC où le paiement sera fait par la banque de manière quasi automatique, mais là, on sera bien sur un paiement à l'initiative de l'acheteur. Donc, vérifier que les échéances sont respectées. Voilà, on peut avoir des échéances respectées en début de contrat, et puis quand on arrive à la fin de la stand-by, qu'ils soient de moins en moins respectés, et ça peut être problématique par rapport, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'échéance de la stand-by. Il faut savoir qu'à un moment donné, le temps de récupérer les documents auprès de différentes parties dans l'entreprise, de les envoyer à la banque, que la banque les examine, il ne faut pas faire ça 24 heures avant l'échéance de la stand-by, évidemment. La stand-by suppose de bien connaître, voilà, c'est une des conditions, parce que tout ça, c'est plutôt des avantages, mais il faut quand même avoir une bonne connaissance de son acheteur ou de son fournisseur. Ça suppose logiquement que l'historique que vous avez avec votre acheteur et votre fournisseur vous a permis de passer au-delà des problèmes de qualité ou de retard d'expédition. Là encore, on n'oblige pas. Vous savez que dans un crédit documentaire, on a ce qu'on appelle des dates limites d'expédition et on a des délais pour remettre les documents en banque. Donc, quand vous avez un fournisseur qui est un petit peu, un peu laxiste, eh bien, le crédit documentaire le cadre. Quand on sera sur la stand-by, il n'y aura pas ce cadre autour. Donc, il faut être sûr que son fournisseur est fiable et qu'on ne va pas rencontrer de problèmes de délai, de problèmes de qualité, de retard d'expédition. Et puis, garder à l'esprit que cette stand-by, on l'a évoqué, mais elle n'est pas compatible avec un contrôle d'échange qui serait trop strict. Et puis, l'exportateur ne peut pas bénéficier de financement. Donc, voilà, s'il y a une problématique de financement, pour l'exportateur, on va être plutôt sur un aspect plutôt CREDOC. On arrive à la conclusion. Voilà, je voulais vous dire qu'effectivement, la stand-by, elle est peu connue, mais je pense qu'elle a un vrai intérêt pour les exportateurs. Elle permet de travailler rapidement et de manière efficace. Voilà. J'espère vous avoir donné un peu plus d'éléments, avoir été clair dans mes explications. Et puis, je crois qu'on arrive à la deuxième partie qui sont les questions-réponses. Oui, alors merci beaucoup Sylvain pour la pertinence et la qualité de ton intervention. Il y a en effet de nombreuses questions. Alors la première, je pense que tu y as répondu, c'était quelle différence y a-t-il entre la lettre de crédit stand-by et le crédit documentaire. Voilà, je pense que tu y as répondu tout au long de ta présentation. On a eu une autre question intéressante. Une ligne d'engagement signifie que le client doit avoir le montant de la transaction bloqué sur un compte? Alors, très très bonne question. Alors, ça, entre guillemets, difficile de donner une réponse qui soit vraie partout. Ce qui est de l'Europe et de la France, non. En France, on ne demande pas forcément de bloquer le cash. En France, la plupart, et en Europe, la plupart des banques travaillent avec ce qu'on appelle des lignes d'engagement, c'est-à-dire qu'à chaque renouvellement du bilan, eh bien, on examine les résultats financiers et puis le banquier analyse le besoin de flux, le besoin d'accompagnement, est-ce qu'il y a besoin de découvert, est-ce qu'il y a besoin de lignes de caution, est-ce qu'il y a besoin de lignes de garantie. Et c'est à ce moment-là, quand on échange avec le client, on va définir quels sont les besoins. Donc, en Europe, globalement, on est sur des lignes d'engagement qui sont accordées par les banques. Si l'entreprise a suffisamment d'ancienneté, on est quand même sur des lignes qui sont entre guillemets en blanc.
Quand on est sur des entreprises récentes, c'est-à-dire avec moins d'un an, on n'a pas de bilan, effectivement, ça peut être compliqué pour la banque d'accorder une lettre de crédit, une ligne d'engagement. On peut effectivement envisager du cash collatéral dans ces cas-là. Et il faut savoir aussi que BPI, dans certains cas, peut contre-garantir des lignes import. À partir du moment où on n'est pas sur une activité de négoce, BPI peut aussi accorder une contre-garantie à la banque pour que la banque accorde des lignes import, soit en stand-by, soit en CADOC. Maintenant, si on prend le cas des banques à l'étranger, parce qu'on peut aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire exportateur, et se poser la question, est-ce que mon importateur sera capable d'avoir des lignes? Et bien là, tout dépend des pays. Si on est aux États-Unis, si on est en Asie, bon, je pense qu'on peut avoir des lignes d'engagement un peu comme en Europe. Si on est en Afrique, bien souvent, on demande du cash collatéral. Là, il faut être clair, dans 80% des cas, la banque ne sera pas en blanc sur les lignes accordées, elle va demander à ce que l'importateur bloque le cash. Donc, voilà, s'il y a une problématique de BFR, ça n'y répondra pas forcément sur l'Afrique. Ok, merci Sylvain. Une autre question, l'EBL est-il obligatoire dans les documents à présenter en cas de non-paiement, notamment si nous sommes en FCA, donc franco-transporteur? Est-ce que si nous mettons seulement la facture dans la SBLC, est-ce possible? Alors, non. Alors, je vais nuancer ma réponse. Le CADOC n'est pas, enfin le BL n'est pas forcément obligatoire. D'accord. C'est vrai que j'ai peut-être beaucoup parlé de Bill of Lading. Ça peut être une LTR pour du transport routier, ça peut être une lettre de transport aérienne, une LTA, pas de souci. Par contre, on ne peut pas n'avoir qu'une facture et une attestation de non-paiement parce qu'il faut quand même un document tiers qui prouve qu'à un moment donné, il y a eu un transfert de propriété de la marchandise. Si on est sur du FCA, on a normalement ce qu'on appelle une attestation de prise en charge ou un forwarder certificate of receipt qui est le document délivré par le transporteur lorsqu'il vient enlever la marchandise dans vos locaux ou que vous la préacheminiez dans les locaux du transitaire ou du transporteur. Donc, à minima, si vous n'avez pas le document de transport principal, vous avez au moins une attestation de prise en charge. Ok, donc on avait une question un petit peu redondante et dans le cas où l'Incoterm est ex-works, c'est donc l'acheteur qui gère et possède les documents de transport avec un paiement à 90 jours en plus. Donc, je pense que ça Oui, rejoint. alors là aussi, si on est sur un ex-work, on a normalement, on peut demander une copie par exemple de la lettre de transport routière lorsque le transporteur vient enlever la marchandise chez vous. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un document tiers, un document d'un transporteur qui dit à un moment donné, je prends possession des marchandises, je les enlève chez vous. Parce que c'est ce qui va matérialiser le transfert de propriété. Ok. Donc, autre question, quel est le délai de validité d'une lettre de crédit stand-by? Alors, il n'y a pas de délai formalisé. Elle peut être, si on est sur une opération one-shot, elle va avoir une validité de 2 à 3 mois. Si on est sur un courant d'affaires, elle pourra avoir une validité d'1 an. Donc, c'est au cas par cas, vraiment sur mesure. Un ordre d'idée des frais bancaires associés? Bonne question. Si on est sur des frais d'émission, une rédaction d'acte, ça vaut allez, aux alentours de 200 euros. La commission d'engagement, les fonctions, parce que quand on est importateur, on aura la commission d'engagement, ça va être fonction de la notation du client. Ça peut aller de 0,50 à 2% en fonction de la qualité de l'entreprise qui va demander l'émission de la stand-by. Et puis après, de l'autre côté, en notification, on sera à peu près sur 200 euros aussi en garantie reçue. Et puis, on sera grosso modo pour les frais de confirmation. Là, ça va dépendre de la qualité de la banque qui envoie la stand-by. Mais c'est pareil, ça va de 0,30 pour les meilleures banques et les meilleurs pays à 3% pour les moins bonnes. D'accord. Donc, on a une question, je vais la formuler, même si tu y as répondu. Quel document à fournir par le vendeur de prestation de service en cas de non-paiement pour mettre en jeu la lettre de crédit stand-by? Voilà, c'est les deux suggestions que j'ai faites sur soit des feuilles d'heure avec les techniciens en local ou le PV de réception en local contresigné par l'acheteur. Là encore, il faut qu'à un moment donné, on soit capable de faire reconnaître à l'acheteur qu'il a bénéficié de la prestation de service. Ensuite, alors j'ai 3 questions que je vais regrouper. Donc, la lettre de crédit stand-by peut-elle être utilisée pour des ventes sur les DOM-TOM? Est-elle intéressante pour une opération unique avec un client au Canada? Peut-elle être utilisée pour des ventes au Proche et Moyen-Orient, Liban, Émirats arabes unis, Turquie? Alors, sur la partie Canada, même en one-shot, pourquoi pas? Ça peut fonctionner. Si on est exportateur et qu'on ne veut pas être dans une approche trop lourde du CREDOC, la stand-by peut fonctionner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, dans les questions, donc il y avait le Canada, il y avait Les DOM-TOM. les dom-tom, pourquoi pas. Après, les dom-tom, on peut aussi fonctionner avec de la garantie France, de la garantie domestique.
pourquoi pas une stand-by, mais voilà, peut-être que les banques diront qu'une simple garantie domestique France-France peut fonctionner. Voilà, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément essentiel. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est entre deux pays différents, bien évidemment, on va être avec des cadres juridiques différents. Donc la stand-by permet d'avoir un cadre commun. Si on est sur les dom-tom, je pense que de la garantie France-France, une garantie de paiement, ça doit pouvoir marcher aussi. D'accord. Merci. Enfin, sur le Moyen-Orient, voilà, sur le Moyen-Orient, c'est moins utilisé, clairement. Et en plus, on a des problématiques sur le Moyen-Orient qui sont la reconnaissance des dates de validité. Donc, on est plutôt sur de la garantie à première demande financière classique sur le Moyen-Orient. On est moins sur de la stand-by. Après, comme je l'ai dit, il faut voir au cas par cas. Mais la problématique, c'est qu'on est souvent sur des pays qui ne reconnaissent pas les dates de validité. Qui, dans leur cadre juridique, ne reconnaissent pas la fin de validité des garanties. Donc voilà, ça peut être compliqué. On peut l'aborder, on peut poser la question à son acheteur, pourquoi pas. Maintenant, il faut avoir en tête qu'effectivement, ce n'est pas l'outil le plus utilisé et de surcroît, voilà, il faut s'assurer que les dates seront bien prises en compte par la banque. En gros, si vous voulez mettre en place une stand-by sur le Moyen-Orient, il faut quand même qu'il y ait un échange interbancaire. C'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur, forcément, en parlent ensemble, mais une fois qu'ils sont OK pour essayer de la mettre en place, il y a une vraie discussion qui doit être engagée entre la banque de l'exportateur et la banque de l'importateur. Parce que ce n'est pas un outil qui est habituel sur ces zones-là. Alors, on a ensuite plusieurs questions que je vais regrouper. Que se passe-t-il si la marchandise est expédiée mais n'est pas conforme? Tous les problèmes qualité ne peuvent être listés dans un contrat cadre ou une proforma? Alors, c'est vrai. Et effectivement, c'est bien pour ça que je disais dans ma conclusion que ça suppose de bien connaître son acheteur et ou son fournisseur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rencontrer de problème de qualité ou de retard d'expédition pour utiliser la stand-by. Il faut qu'on soit sur quand même un partenariat qui soit assez fiable. Si on a des problèmes de qualité et des problèmes de retard, il faut qu'on travaille en CREDOC. Le CREDOC permet la mise en place d'un contrôle qualité, d'un certificat d'inspection, SGS, Veritas, Intertech, pour ne pas les citer, qui permettent effectivement de s'assurer que ce qu'on a à la mise dans le conteneur, avec un certificat qui va faire apparaître le numéro de conteneur et le numéro de plomb sur le conteneur, bah, avec la prise d'échantillon, on vérifiera que ce qu'il y a dans le conteneur est bien ce qui est commandé par l'acheteur, l'importateur, et qu'on n'a pas de problème de qualité. Et le CREDOC cadrera la notion de retard. Mais effectivement, la stand-by suppose qu'on ne rencontre pas de difficulté avec son fournisseur ou son client de ce type-là, parce que sinon, ce sera problématique. Ok, merci. À quel moment doit-on la mettre en œuvre? Dès lors que le délai de paiement est dépassé, y a-t-il un délai octroyé? Alors, le délai, il est forcément, je dirais, plus de la négociation commerciale. Si ça fait 2 jours que l'échéance est dépassée, ça suppose quand même d'entrer en contact avec son acheteur et de dire, voilà, vous n'avez pas payé, merci de régulariser la situation, de lui donner un délai. Et puis ensuite, effectivement, va lui dire que si au bout de 10 jours de retard ou 15 jours de retard, le paiement n'est pas fait, on sera tenu et obligé de faire la mise en jeu de la lettre de crédit stand-by. Souvent, le fait de menacer de mettre en jeu la stand-by permet d'obtenir le paiement. Ça, par contre, il faut tenir compte de la fin de validité de la stand-by. Si vous savez que la fin de validité de la stand-by, c'est 3 jours après, vous l'activez tout de suite. Voilà, il faut bien mettre les choses en parallèle avec les contraintes de timing et de validité. Si nous n'avons pas de contrat cadre, est-il possible d'utiliser une lettre de crédit stand-by malgré tout? Alors, si c'est pour une opération one-shot, oui. Parce que on peut utiliser une stand-by sur un contrat et s'il y a pas. Après, si vraiment vous voulez l'utiliser, je dirais dans la notion d'encours et sur une durée longue, il est préférable d'avoir un contrat cadre parce qu'à un moment donné, si vous mettez en jeu la stand-by avec une facture, l'acheteur va dire ah mais non cette facture-là, elle ne rentre pas elle n'est pas couverte par la stand-by. Et la chose qui permet de dire que ça rentre dans la stand-by, que c'est couvert par la stand-by, c'est le fait que la facture fasse référence au contrat cadre. Donc très honnêtement, si c'est une transaction avec une stand-by, pas besoin de contrat cadre, évidemment. Mais si on est sur une récurrence d'opérations et de flux commerciaux, il est préférable pour se couvrir, pour que la stand-by fonctionne bien et qu'on n'ait pas de soucis sur la mise en jeu, il est préférable d'avoir un contrat cadre. Devons-nous attendre la lettre de crédit stand-by originale pour expédier les marchandises ou est-ce que la copie suffit? C'est toujours un peu risqué. Pourquoi? Parce que on peut très bien imaginer que si l'acheteur est de mauvaise foi, il est allé sur le site de sa banque, le site e-banking de sa banque, qu'il a saisi un formulaire qui ressemble plus ou moins à une demande d'émission de stand-by, qu'il en a fait l'impression et qu'il vous l'a envoyé. Ça ne veut pas dire pour autant que
il a cliqué en bas de l'écran pour demander officiellement l'ouverture. Et ça ne veut pas dire pour autant que la banque lui accorde et fasse l'émission derrière s'il n'y a pas de ligne d'engagement. Donc, très honnêtement, l'intérêt quand vous avez une copie de stand-by, c'est de la transmettre à votre banque et de dire voilà, mon acheteur me certifie avoir fait valider ce jour par sa banque l'émission de la stand-by suivante. Merci de checker dans les Swift reçus. Est-ce que vous avez cette stand-by ou pas? Voilà. Après, une fois que la banque vous a dit oui, on l'a reçu, bon, il faut attendre un petit peu les vérifications de la banque pour s'assurer qu'elle peut la confirmer, pour s'assurer qu'on n'a pas de problème de conformité, qu'il n'y a pas une clause discriminatoire dans la stand-by qui fait que votre banque va la rejeter. Ça, c'est une réalité. Hein. Si par exemple, vous recevez une stand-by, ce qui est plutôt rare, mais si vous recevez une stand-by du Bangladesh, on peut très bien avoir une clause discriminatoire qui dit qu'aucun des bateaux transportant la marchandise ne sera autorisé à s'arrêter dans des ports israéliens. C'est des choses qu'on voit souvent. C'est clairement une clause discriminatoire qui n'est pas acceptable en droit français. La banque en France qui reçoit une stand-by de ce type-là, elle va demander à la banque au Bangladesh de supprimer la clause. Et si la banque ne le fait pas, elle va décliner l'opération. Donc là encore, attention. Avant de se dire je suis couvert, être sûr que la banque en France a reçu la stand-by et qu'elle vous la notifie par précaution. Dans le cadre de la mise en jeu de la lettre de crédit stand-by, devons-nous présenter le bon de commande client? Non, normalement non, sauf s'il est mentionné dans la stand-by. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui était nécessaire, c'est les 3 documents qu'on a évoqués. La facture impayée, en tout cas en copie, la copie du document de transport, qui est bien en relation avec la facture, attention, hein, que tout soit bien cohérent, et puis l'attestation où vous certifiez que vous avez rempli vos obligations contractuelles, mais que vous n'avez pas reçu le paiement. Okay. Avant de mettre en place la lettre de crédit stand-by avec un nouveau client, quel mode de paiement privilégier? Si c'est un premier client, et tout dépend le montant, bien évidemment, si on est sur un petit montant, un paiement 100% d'avant, je pense que tout le monde y a recours, même si ce n'est pas très commercial pour une première opération. En général, on ne prend pas de risque, on ne connaît pas son acheteur. Ensuite, quand on a cet acheteur qui revient ou qui vient une première fois pour des montants plus conséquents, le crédit documentaire peut être intéressant à partir de moment. Alors, petit montant pour moi, c'est moins de 10 000 euros. Moins de 10 000 euros, on peut demander un paiement d'avance. Quand on est à partir de 15-20 000 euros, un crédit documentaire peut avoir du sens parce qu'un crédit documentaire, il va vous coûter 500-600 euros pour ces montants-là et il va remplir sa fonction, c'est qu'au moins vous serez sûr d'être payé. Et puis après, entre guillemets, une fois que vous aurez fait quelques crédocs la première année avec ce client, peut-être la deuxième année, si les crédocs se sont bien passés, que c'est fluide et ça fonctionne bien, peut-être que vous pourrez arrêter le crédoc et passer sur de la stand-by. Okay. Alors une autre question, pas de délai de paiement à 90 jours alors dans le cas d'une lettre de crédit stand-by? Alors, si, mais elle ne sera pas financée. Je m'explique. Vous pouvez, dans le cas d'une stand-by, accorder des délais de paiement à l'acheteur. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Les factures que vous allez lui transmettre, elles peuvent être à vue, à 30 jours, 60 jours, 90 jours. Pas de difficulté là-dessus. La stand-by, elle intervient en cas d'impayé, donc elle est payable à vue. On ne va pas rajouter 90 jours sur le délai de 90 jours qui n'a déjà pas été respecté avant. Donc la stand-by, elle est toujours payable à vue puisqu'elle intervient en cas d'impayé à l'échéance initiale. Maintenant, la stand-by, la différence avec le crédoc, c'est qu'elle ne permettra pas à l'exportateur de demander à la banque de mobiliser. Voilà. C'est ça la principale différence, c'est que le crédoc permet un escompte de sa facture et d'être payé à vue même si on a accordé 90 jours, alors que la stand-by, elle, elle ne permettra pas l'escompte de la créance. C'est ça la principale différence. Okay. Maintenant, on peut accorder du délai de paiement sur des factures dans le cadre d'une stand-by. Il n'y a pas de souci, on peut accorder 90 jours. Ok, bon, c'est bien. On avait une question sur l'escompte, donc tu as répondu en même temps. Je n'ai pas besoin de te poser la question. Pouvons-nous faire des amendements à une lettre de crédit stand-by? Oui, on peut. Exactement, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est très bien d'y penser. On peut amender la stand-by. Pourquoi? Parce qu'on peut proroger sa durée, par exemple. Lorsqu'elle arrive en fin de validité, on ne va pas rouvrir une deuxième stand-by. On peut envoyer un message, il va s'appeler un message Swift 707, dans lequel on va dire que la validité qui devait être fixée au 31/12/2020 est prorogée au 31/12/2021. Donc on peut l'amender. On peut l'amender aussi pour une autre raison. Si on la met en place sur la base d'un contrat cadre, les volumes sont approximatifs. Si on se rend compte que ça marche bien mieux que prévu, on peut être contraint et se dire « Ah zut, je ne peux pas faire plus de business avec ce client parce que ma stand-by, elle n'est que de 200 000, par exemple, et j'ai déjà atteint 200 000 d'encours. » Et bien dans ces cas-là, on peut demander à l'acheteur, par un amendement auprès de sa banque, de nous envoyer un message Swift pour passer la stand-by de 200 à 300 ou de 200 à 400. Et effectivement, ça permettra de débloquer le business et de travailler un peu plus. Donc non, l'amendement est tout à fait possible et il est même utile dans certains cas.
Donc, on a une autre question sur les zones géographiques. Est-ce qu'elle peut être utilisée en Arabie Saoudite? C'est comme le Moyen-Orient, c'est traditionnellement pas des zones où on utilise la stand-by. Il faut être clair, c'est pas des zones où on a l'habitude, où on en voit tous les jours. Si je vous disais ça, je dirais des bêtises. Maintenant, au cas par cas, on peut en discuter avec l'acheteur et que l'acheteur voit auprès de sa banque si c'est envisageable ou pas. On est quand même dans un monde qui change. Ce qui était vrai hier l'est plus aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire qu'il y aura jamais de stand-by sur l'Arabie Saoudite. Je ne mettrai pas ma main à couper parce que je sais que les choses changent. Auparavant, on ne voyait jamais de stand-by en Asie. On en voit désormais. C'était pareil en Afrique, on n'en voyait pas. Et les stand-by, on les voyait qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, ça se démocratise. Évidemment, tous les pays l'utilisent plus ou moins. Maintenant, dans certaines conditions, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite ne sont pas des zones traditionnellement où on en voyait. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain, les banques ne s'ouvrent pas à ces techniques-là parce qu'elles sont quand même utiles. Mais ça suppose d'engager un dialogue avec son acheteur, voilà, pour que l'acheteur connaisse le principe de la stand-by et qu'il en parle à sa banque. Et est-ce que tout le monde, tous les intervenants sont OK pour la mettre en place? Ok. Pour clôturer une lettre de crédit stand-by auprès des deux banques, la banque émettrice et la banque bénéficiaire pour l'exportateur, faut-il présenter à la banque du bénéficiaire la lettre de crédit stand-by originale avec les documents export, facture, BL? Non, non, parce que la logique, c'est que la stand-by, elle ne soit pas mise en jeu. Si on présente les documents, c'est qu'il y a un impayé, c'est qu'il y a un litige entre l'acheteur et le vendeur. Donc l'idée de clôturer la stand-by en présentant les documents n'a pas de sens. Ça, c'est vrai pour du CREDOC. Pour le CREDOC, on va réaliser le CREDOC. Pour une stand-by, on ne va pas forcément la réaliser s'il n'y a pas besoin. Par contre, si on a mis en place une stand-by sur un an, parce qu'on prévoyait un courant d'affaires pendant un an, et que avec ce client, on se rend compte qu'au bout de 6 mois, on ne veut plus travailler ensemble, il est certain que l'acheteur qui a mis la stand-by, lui, peut se dire, moi, ça m'ennuie d'avoir cette stand-by qui court encore pendant 6 mois, alors qu'on ne travaille plus ensemble. Dans ces cas-là, il peut demander à l'exportateur, via sa banque, d'envoyer un message SWIFT à la banque de l'importateur pour dire, je vous libère de l'engagement, de la garantie stand-by que vous avez émis en raison de la rupture du contrat ou de la fin du courant d'affaires entre l'importateur et le vendeur. Nous vous informons que nous procédons à ce qu'on appelle la main levée de la garantie, c'est-à-dire qu'on désengage la banque qui a émis la stand-by ou la garantie. Justement, il y avait une question là qui vient de tomber. L'acheteur me demande une main levée pour clôturer la lettre de crédit stand-by. Comment faire? Alors, il faut contacter sa banque, c'est-à-dire qu'il y a une banque en France qui vous a notifié l'aide de crédit stand-by, qui vous a dit voilà, l'aide de crédit stand-by est à votre profit, on l'a reçue, on vous en informe. Eh bien, cette banque, il faut la contacter et lui dire que vous souhaitez procéder à la main levée de la garantie. Il ne faut plus qu'il y ait de créance en cours, on est bien d'accord. Hein. Il faut que toutes les factures aient été payées, qu'il n'y ait plus de factures à venir ou d'expédition à venir. À partir de ce moment où vous n'avez plus de relation d'affaires, l'acheteur, lui, il peut vouloir sortir de ses encours cette garantie. C'est somme toute assez légitime. C'est à vous de contacter votre banque en France et de demander la main levée de la garantie. La banque va faire un message SWIFT à la banque de l'acheteur pour lui indiquer qu'elle est dégagée de son obligation au travers de la stand-by. En Europe, y a-t-il des pays qui ne reconnaissent pas la lettre de crédit stand-by? Non, en Europe, ça fonctionne bien. On n'a pas de souci. Très honnêtement, tous les pays ont adhéré aux règles et usances de la Chambre de commerce, la Chambre internationale de commerce et d'industrie. Très honnêtement, on n'a pas rencontré de cas. Les utilisations sont harmonisées. Il n'y a pas de sujet. Hein. Sur l'Europe, non. Non, non. Alors, il y a une question, mais je pense que c'était lié quand on parlait tout à l'heure des problèmes qualité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le risque de fabrication? Alors, le risque de fabrication, il est simple, c'est qu'à un moment donné, vous négociez avec un acheteur, cet acheteur confirme son intérêt et vous continuez les négociations en vue de consigner un contrat commercial. Une fois que le contrat commercial est signé, vous êtes tenu par des dates. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été convenu un planning pour que vous livriez les marchandises ou qu'il y ait une réception qui soit faite en usine dans vos locaux, puis une expédition sur site. Mais effectivement, il y a normalement un planning qui est, entre guillemets, validé entre l'acheteur et le vendeur, voire même parfois avec des pénalités si le planning et les deadlines ne sont pas respectés. Le problème, c'est que dans ce contrat, eh bien, vous allez devoir vous approvisionner, passer des commandes auprès d'autres fournisseurs sur des pièces, sur des matières premières, pour être dans le timing et respecter vos engagements. Sur la base du contrat commercial, si vous passez ces commandes, derrière, si au bout de 3 mois, l'acheteur dit moi, finalement, je casse le contrat, j'ai plus besoin de vos équipements, je préfère acheter à votre concurrent, il m'a fait un meilleur prix, vous aurez peut-être un recours contractuel, mais vous aurez engagé des dépenses entre guillemets pour rien.
vous serez ce qu'on appelle en risque de fabrication. Vous aurez lancé des approvisionnements, vous aurez utilisé des ressources en interne pour commencer à produire les marchandises que vous vous êtes engagé à livrer à une date donnée. Si entre-temps, entre la signature du contrat, vous n'avez pas reçu l'ouverture de Credoc ou vous n'avez pas reçu la aide de crédit stand-by, pendant toute la période qui vous sépare entre la signature du contrat et l'ouverture du Credoc ou de la stand-by, eh bien, vous êtes en risque de fabrication. Si le contrat est annulé, tout ce que vous aurez engagé comme dépense sera, entre guillemets, à subir pour vous en perte. On ne pourra pas, vous ne serez pas en droit d'expédier de la marchandise si vous n'avez pas reçu le Credoc ou la stand-by. Donc, pour travailler avec les États-Unis, est-ce le seul moyen utilisable? Je ne dirais pas que c'est le seul, mais c'est quand même le principal. Après, vous pouvez travailler en virement, vous pouvez travailler le crédit documentaire, ils en font un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Mais voilà, les banques américaines font peu d'efforts pour travailler autrement que ce qu'elles font habituellement. Donc, pour sécuriser, voilà, vous serez principalement sur de la stand-by pour les États-Unis. J'ai une entreprise qui me donne un exemple de 30 jours de retard par rapport à l'échéance de la facture. À quel moment on met en jeu la lettre de crédit stand-by? 30 jours, ça commence à être un délai significatif. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des menaces de la mettre en jeu, mais là, clairement, voilà, pour moi, il faut laisser 48 heures à l'acheteur pour payer, en lui expliquant bien que s'il n'a pas payé à une date donnée, vous serez contraint de mettre en jeu la stand-by. Parce que 30 jours, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense qu'un délai raisonnable, voilà, quand on n'a pas payé, c'est plutôt 15 jours. En plus, s'il y avait déjà un délai de paiement et qu'il a consommé le délai de paiement, au bout de 15 jours, s'il n'a pas payé, là, vous êtes à 30 jours. Je pense qu'effectivement, il faut lui donner un délai précis avec une date donnée et dire si à la date précise, nous n'avons pas reçu le paiement, nous mettrons en jeu. Parce que pour une banque, être mise en jeu sur une garantie émise, c'est jamais très bon. Hein. Quand on a un client pour qui on a émis une stand-by et on apprend par la banque en face qu'on est mise en jeu, on n'aime pas trop. Parce que ça veut dire quand même qu'à un moment donné, l'acheteur et le vendeur ne se sont pas mis d'accord et qu'il y a, entre guillemets, un litige. Donc, ça veut dire que notre client n'a pas respecté ses échéances. Donc, souvent, les acheteurs n'aiment pas être mis en jeu parce que après, ils ont des questions de la part de leur banque. Hein. Donc, quand on menace de mettre en jeu la stand-by, en général, ça suffit à faire payer. Là, s'il y a 30 jours de retard, ça commence à être sérieux. Donc, toujours beaucoup de questions sur le sujet. Si le client ne veut plus de la marchandise et qu'il y a une lettre de crédit stand-by, quels sont les recours à mettre en œuvre? Soit c'est un accord à l'amiable, c'est-à-dire il vous paie des pénalités et cette marchandise, vous êtes en mesure de la revendre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que vous trouvez une solution amable pour casser le contrat. Soit vous avez fait de la marchandise spécifique qui ne peut pas être vendue par ailleurs, qui est vraiment destinée à cet acheteur. Et là, effectivement, le problème, c'est que vous êtes en risque de fabrication à 100%. Soit l'acheteur, il paye ce qu'il vous doit, soit effectivement, vous vous mettez en jeu, vous livrez la marchandise telle que convenue et vous mettez en jeu. Parce que le problème, à un moment donné, il est là. Il est, est-ce que j'ai la possibilité de revendre ces marchandises par ailleurs et je demande uniquement une indemnité de rupture de contrat à mon client pour m'indemniser du préjudice subi, soit cette marchandise, elle a été faite sur mesure pour l'acheteur et je ne peux pas la revendre et c'est de la perte pure. Et dans ces cas-là, je demande soit à l'acheteur de me payer tout de suite, soit je lui envoie la marchandise et je présente les documents dans le cas d'une mise en jeu. Avez-vous eu des cas de litige avec la lettre de crédit stand-by? Avez-vous des exemples? Non, on n'a pas forcément de litige, mais les exemples que l'on a sont souvent les mêmes. C'est que on a trop facilement tendance à dire, moi j'ai une lettre de crédit stand-by, du coup je suis couvert, j'ai pas de précaution à prendre ou j'ai rien à faire de mon côté parce que je suis couvert. C'est pas tout à fait vrai. C'est ce que j'ai dit dans la présentation. Même si vous avez une lettre de crédit stand-by, vous devez vous assurer d'avoir les documents archivés chez vous, d'être capable de présenter la copie de la facture, la copie du connaissement de la LTA ou de la LTR relative à l'expédition qui n'a pas été payée. Vous devez surveiller vos encours et surveiller la fin de validité de la garantie. En l'occurrence, ne pas se rendre compte au bout de 3 mois que vous n'êtes pas payé, que la garantie arrive à échéance et que vous ne savez pas où aller pêcher l'ensemble des documents que vous avez besoin pour mettre en jeu la stand-by. Les cas les plus compliqués qu'on a eus, c'est cela. C'est de se rendre compte qu'on est à la fin de la stand-by, que ça fait plusieurs mois qu'on n'est pas payé et qu'on ne sait pas exactement où sont les documents qu'on doit présenter. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté quand même un minimum de rigueur, de méthode pour archiver les documents et se dire que peut-être à un moment donné, on ne sera pas payé, il faudra les présenter. Et surveiller la validité de la stand-by et l'encours du client. Dans le cadre d'un contrat lettre de crédit stand-by sur 1 an, par exemple, devons-nous présenter nos factures à la banque du bénéficiaire pour gérer le montant de l'encours convenu ou cette gestion est-elle propre à l'exportateur?
Non, elle est propre à l'exportateur. Il y a aucun compte à rendre aux banques. Une fois que la stand-by elle est mise en place, elle est mise en place. Il n'y a qu'en cas de litige où vous faites intervenir les banques. Mais pour le reste, vous êtes autonome. C'est-à-dire que l'encours, c'est l'encours que vous avez vous dans le poste client. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'encours il est de 200 dans la stand-by et que votre encours en réel il est à 300 chez vous dans le poste client, eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a à un moment donné un arrêt des paiements, vous ne pourrez être couvert qu'à hauteur de 200. On ne pourra pas demander plus que le montant de la stand-by. Donc, c'est vraiment au client exportateur de s'assurer à un moment donné qu'il ne dépasse pas le montant de la stand-by pour être sûr que, en cas d'impayé, il puisse présenter l'ensemble des factures. Donc, il y a quand même une surveillance du poste de client à avoir. C'est ça que je veux dire. J'ai une entreprise qui pose une question. Alors, tu vas sans doute comprendre un acronyme qui doit être un acronyme bancaire. S'il n'y a pas de KYC Oui. entre les deux banques, peut-il y avoir une banque intermédiaire comme pour le crédit documentaire? Alors oui, on peut tout à fait, si on n'arrive pas à toucher la banque du bénéficiaire, dans le cas de, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le dossier de conformité, le KYC, en fait, c'est que si vous voulez, on ne pourra pas envoyer la stand-by directement sur la banque du bénéficiaire à partir du moment où on n'a pas une clé SWIFT valide ou on n'a pas un KYC valide. Donc à partir du moment où ça, c'est pas possible, on va chercher une autre banque dans le pays à qui envoyer la stand-by. Et elle-même pourra éventuellement être une banque intermédiaire pour la faire suivre à la banque finale. Donc oui, ça peut parfois être fonctionnel. Maintenant, les banques qui sont uniquement banques de transmission, bon, voilà, parfois elles acceptent, parfois elles refusent parce que là aussi, les contraintes de régulateurs font qu'elles aiment bien savoir ce pourquoi elles font transiter des messages Swift et elles peuvent être aussi un peu méfiantes quand elles ne connaissent pas le client final et qu'elles ne connaissent pas le sous-jacent de la transaction qui va passer entre guillemets par leur code Swift. Bon, voilà, ça peut ne pas être parfaitement fluide. Maintenant, il y a des pays où ça aboutit, mais voilà, c'est toujours un peu plus de complexité. Mais ça peut s'envisager. Alors, j'ai une dernière question qui va plutôt concerner la lettre de crédit classique. Oui. Est-ce que les formats red ou green clause sont-ils toujours utilisés? Non, c'est les choses qu'on voit plus. Il faut être très clair. La green clause, la red clause, c'est les choses qu'on voit plus du tout. C'est les choses qui historiquement ont existé, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout utilisées. On a encore du crédoc transférable. On a encore, voilà, ça on envoie du back to back, c'est à adossé de crédoc. On le voit encore, mais c'est quand même pas utilisé. Et tout ce qui est green clause, red clause, les préfinancements, les choses comme ça, on n'en voit plus sur les LC. Non, non. Ok, mais il y a eu à peu près 40 questions. Voilà, je pense que ça prouve qu'on est sur un webinaire pratico-pratique et qu'on essaie de coller au mieux au terrain. Alors, j'en vois une nouvelle qui arrive. Si on ne connaît pas la banque de l'acheteur et que la banque française refuse le crédoc ou la lettre de crédit stand-by, que faire? Il faut effectivement voir avec son acheteur, est-ce qu'il a plusieurs banques et dans le panel de ces banques, essayer de trouver celle avec laquelle on peut travailler. Et pareil pour nous en France. Comme je disais tout à l'heure, les banques ont rationalisé leur clé SWIFT et leur dossier de KYC banque. Ça veut dire que toutes les banques françaises ne peuvent pas travailler avec toutes les banques étrangères. Donc après, à vous de trouver la bonne combinaison. Si vous avez plusieurs banques en France et que la première que vous avez interrogée, elle vous dit moi sur l'Argentine, j'ai aucune clé SWIFT ou aucun KYC, regardez dans vos autres partenaires bancaires pour pouvoir essayer de trouver la meilleure combinaison. Et de la même manière avec le fournisseur, c'est essayer de lui demander est-ce qu'il a plusieurs banques. Et ensuite, parmi toutes vos banques françaises, vous les interrogez, vous faites un petit tour de table et vous donnez les différentes banques de l'acheteur. Et à un moment donné, logiquement, on arrive à trouver une paire qui fonctionne. Ok, alors je n'ai plus de questions, si ce n'est des… Ah si, il y en a une nouvelle qui arrive. La lettre de crédit stand-by fonctionne-t-elle bien avec le Maroc? Risque pays peu élevé, point d'interrogation. Oui, ça peut fonctionner. Après, il faut s'assurer effectivement que normalement, ça fonctionne bien. Le Maroc n'est pas le pays sur lequel le contrôle d'échange est le plus strict. Les prépaiements peuvent être, même sont souvent interdits ou limités à 30% de la valeur des marchandises. Donc, mais bon, non, la stand-by peut fonctionner sur le Maroc. Oui, il n'y a pas de, il y a pas de raison. Il faut que l'acheteur ou l'exportateur au Maroc la connaisse. C'est souvent là un peu l'écueil, hein, c'est qu'il faut parfois faire preuve de pédagogie pour que son acheteur ou son vendeur comprenne bien ce qu'on veut mettre en place. Mais en général, à partir du moment où on est pédagogue et on explique un peu le principe, en général, ça fonctionne. Sur la Tunisie aussi?
Oui, bah, le Maroc-Tunisie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a quelques contraintes. Tant qu'ils ne vont pas être aussi rigoureux que l'Algérie sur le contrôle d'échange, ça fonctionnera. Parce que effectivement, c'est des pays qui quand même surveillent leurs réserves d'échange et sont voilà, ont quelques contraintes de contrôle d'échange, pas autant que l'Algérie, heureusement. Mais voilà, c'est plus une question entre guillemets culturelle au niveau de l'acheteur, de savoir de quoi on parle, de comprendre, et à partir de là, en général, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu entendais dire par prépaiement tout à l'heure? Bah, en fait, le paiement d'avance à 100% sur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie n'est pas possible. On sait qu'un exportateur qui va demander à son client tunisien de payer 100% du montant avant expédition, en général, ça bloque. Parce que les autorités, les banques, la Banque centrale en Tunisie, en Maroc, limitent à 30% la compte en avance de phase. Là encore, on est sur des pays qui veulent limiter les mouvements de capitaux parce que on pourrait très bien imaginer que des gens, pour sortir des capitaux, imaginent des transactions factices où ils vont payer 100% d'avance et il n'y aura jamais derrière de biens physiques à circuler. Et c'est ce que veulent éviter ces pays-là. Ils veulent vraiment contrôler leur sortie de devises. Donc, ils vont limiter à 30% de la facture le virement sortant et ils paieront le reste au dédouanement. Il faut savoir qu'en Algérie, en Maroc, en Tunisie, souvent le paiement est conditionné au dédouanement. Donc on a une procédure concomitante et la banque qui doit faire le paiement, souvent ne le fait pas tant qu'elle n'a pas le certificat de dédouanement de la marchandise. Donc on a une question, mais je pense que tu y as répondu tout à l'heure. Comment travailler avec l'Algérie de façon sécurisée? Bah oui, l'Algérie, c'est vrai que c'est plus complexe. Très honnêtement, pour l'Algérie, le seul conseil qu'on peut donner, c'est de travailler en crédoc. Alors, sauf si vraiment vous êtes sur des montants infimes, mais autrement, il faut travailler en crédoc parce que le crédit documentaire, c'est une procédure où on va être en avance de phase, on va ouvrir le crédoc, on va le mettre en place, et en fait, la Banque centrale, elle planifie que à partir du moment où il va y avoir la date limite d'expédition, elle aura des flux sortants. Donc, un crédit documentaire engage la signature de la banque algérienne et de surcroît, la Banque centrale, elle sait par déclaration anticipée qu'elle aura des paiements à sortir à une période donnée, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 mois après l'ouverture du crédoc. Donc, généralement, le crédoc fonctionne bien. En particulier sur l'Algérie en ce moment, c'est quand même un pays qui a été dégradé 2 fois en peu de temps, qui est quand même très dépendant du secteur pétrolier. On sait que le prix du baril n'est pas très élevé en ce moment. Donc, c'est effectivement une zone où il faut être plutôt rigoureux en termes de sécurisation. Le crédit documentaire plus la confirmation répond à ce besoin-là. Maintenant, les banques françaises ont globalement réduit leurs expositions sur l'Algérie de par la dégradation de la note. Donc, il faut aussi bien regarder les banques du client pour être sûr qu'on soit en mesure de les confirmer. Mais le seul conseil sur l'Algérie, c'est du crédit documentaire et confirmé. Ok, merci Sylvain. Écoute, je ne vois pas d'autres questions, plutôt des bonnes appréciations qui arrivent, des remerciements pour ta présentation limpide et experte, parce que c'est très complet et précis. Je voudrais profiter donc de vous glisser une dernière petite information sur Bretagne Commerce International. Nous organisons le 6 juillet l'Open en ligne donc de l'international. Nous vous proposons en fait d'échanger lors de rendez-vous B2B avec 112 prestataires basés dans 63 pays et des organismes régionaux nationaux comme BPI, les douanes, l'INPI, la région Bretagne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à faire des demandes de rendez-vous. Vous avez dû recevoir une invitation. Merci pour votre écoute. Merci à Sylvain donc, pour la pertinence et la qualité de son intervention. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt.